Quelle belle journée, n'est-ce pas? On peut vraiment sentir le printemps dans l'air. Ce que les saisons passent vite. L'hiver tire déjà à sa fin, et bientôt on commencera les semailles, puis ce sera les récoltes, et l'hiver reviendra. Tout ceci a un cycle continu. Je réfléchis beaucoup au passage du temps. Depuis le début des civilisations, l'homme a ressenti le besoin de calculer le temps en années, en mois, en journées et finalement en minutes. Pour cela, il fallut toutefois d'instruments plus précis. L'invention de l'horloge date de l'Antiquité. Certes, ce n'était qu'un simple cadran qui marquait le passage du temps grâce au soleil, mais ça ne se prenait pas dans l'histoire de l'horlogerie. Aujourd'hui, notre émission est dédiée à l'histoire du temps, plus particulièrement à l'évolution des horloges. Je m'appelle Benjamin Desèvres et je vous souhaite la bienvenue aux Curiosités du monde. Le cadran solaire est le premier instrument qui a servi à mesurer le temps. En fait, ce sont les Babyloniens qui ont fractionné les jours les premiers. Ils avaient déjà remarqué que la pleine lune arrivait une fois aux 30 jours environ. Ils notèrent qu'une saison prenait une douzaine de mois avant qu'elle repasse. Les Babyloniens ont finalement calculé qu'il avait 360 jours par an. Pour ce qui concerne les heures, il existe peut-être un rapport entre l'heure et la division d'un cercle en 6 secteurs à l'aide d'un compas. Gardant ceci en tête, il est facile de diviser le cercle en 12 parties égales et voir qu'une journée faisait le tour 2 fois du cercle. Il est aussi possible que les prêtres babyloniens ont conclu qu'il y avait un rapport divin avec la lune et l'année. Donc, en divisant l'année en 12 mois, ils divisèrent aussi le cercle marquant le temps en 12. Au fil des siècles, les astrologues remarquèrent qu'une année de 360 jours était inexacte. Ils notèrent que le soleil se déplaçait vers le nord jusqu'à un certain point, puis allait vers le sud jusqu'à un certain point aussi. Ce cycle durait 365 jours. Des monuments pour calculer et observer les passages du soleil furent érigés. À l'âge de pierre, vers 3000 ans avant Jésus-Christ, une peuplade a mis en place un énorme bloc de pierre à Newgrange, situé à une cinquantaine de kilomètres de Dublin. Une galerie conduisait à une chambre funéraire et celle-ci laissait passer un rayon de lumière à travers une fois par année, le jour le plus court de l'année précisément. Stonehenge est un site encore plus connu et fut construit entre 1900 et 1600 avant Jésus-Christ pour mettre en valeur les 2 plus longs jours de l'année, les équinoxes du printemps et de l'hiver. Donc, depuis fort longtemps, on avait une certaine notion du temps et de son passage. Une fois la journée divisée, il fallut tout de même pouvoir le visualiser. Mais comment pouvait-on mettre en évidence le passage du temps? L'historien grec Hérodote croyait que c'était les Babyloniens qui avaient créé le cadran solaire, ce qui est bien sensé. Ce sont eux qui ont divisé le temps en premier lieu. Pourtant, on a trouvé des cadrans solaires chez d'autres civilisations. Par exemple, en Égypte. L'aiguille de Cléopâtre, maintenant érigée à Londres, fut construite vers les 1500 avant Jésus-Christ et servait de calendrier. Un autre obélisque, de la ville de Thèbes cette fois, se trouve maintenant sur la place de la Concorde à Paris depuis le retour de Napoléon de sa campagne égyptienne. Pour que ces colonnes puissent indiquer l'heure, un demi-cercle devait être placé à leur base et divisé en 12 parties égales. Le cadran solaire demeurait tout de même imprécis. La longueur et l'angle des ombres changeaient durant l'année. Pourtant, les Romains purent faire les changements nécessaires. Par exemple, Vitruve, un contemporain, dans son traité De Architectura,
Il présente même 13 modèles de cadrans solaires. Un globe évidé appelé Scaphe, lors de son apparition vers 300 avant Jésus-Christ, offrait de nouvelles options. Comme un cadran solaire, il avait 12 lignes verticales. Le globe évidé courbait les lignes et lorsque les jours se raccourcissaient, les ombres demeuraient la même longueur et donc gardaient leur précision. De plus, il avait une grande ligne qui indiquait l'équinoxe et le solstice. Bien aligné nord-sud, on pouvait enfin avoir l'heure juste. Ce n'est qu'au 14e siècle qu'un mathématicien arabe découvrit finalement qu'en plaçant une tige de bois appelée gnomon, ou même une ficelle parallèlement à l'axe de la Terre, c'est-à-dire la latitude où on se tenait, on obtenait finalement des heures de longueur égale. Enfin! Malheureusement, les cadrans solaires prenaient soit de l'avance, soit du retard. Alors, il fallait essayer quelque chose d'autre. En fait, on connaissait déjà ce moyen depuis fort longtemps. La clepsydre, ou horloge à eau, existait depuis 1400 avant Jésus-Christ et avait une fonction précise, le calcul du temps durant la nuit. Dans sa forme la plus primitive, il s'agissait d'un récipient d'eau de forme évasée et percé d'un trou au fond qui se vide selon un certain débit. Le niveau de l'eau définissait le temps écoulé. Ce modèle de Ctésibios montre un automate qui indique l'heure. Tandis que l'eau s'écoule, le bouchon descend et la figurine aussi. Au même temps, les roues, propulsées par l'eau qui s'égoutte, tournent pour faire pivoter la spirale avec les heures inscrites dessus. Il faut noter qu'au début du Moyen Âge, l'heure pouvait aussi être calculée par les chandelles. L'idée de faire ainsi vient du roi anglo-saxon Alfred le Grand. Il avait divisé ses journées en 3 blocs de 8 heures. Pour bien suivre son agenda, il brûlait des chandelles graduées d'une trentaine de centimètres de long. Chaque chandelle prenait près de 4 heures pour s'éteindre. Après 2 chandelles, le roi changeait de programme. La pratique d'utiliser ces bâtons de cire demeurait malheureusement très coûteuse et peu de gens pouvaient le faire. Alors, encore une fois, ce n'étaient que les religieux et les nobles qui pouvaient se le permettre. Pour le reste de la société au Moyen Âge, la clepsydre demeurait la manière la moins chère pour pouvoir calculer le temps. Comme le cadran solaire avant elle, la clepsydre a évolué. Pour mieux voir le temps, on fixa un montant spécifique de liquide dans 2 bocaux de verre collés l'un par-dessus l'autre. Ceux-ci étaient souvent utilisés pour marquer des courtes périodes. Un procès, par exemple. Puis, l'eau a été remplacée par de la poudre et enfin du sable ou des coquilles d'œufs pulvérisées pour laisser place officiellement au sablier aux environs du 13e siècle. Grâce à cet objet, on pouvait maintenant calculer le temps sans l'aide d'énergie solaire ou hydraulique. Il était tellement précis qu'on pouvait même l'emmener en mer. Les moines assurèrent néanmoins la survie de l'horologium, comme le clepsydre était connu désormais. Plus tard, le triangle se transformerait en horloge et puis horloge, mais pour l'instant, sous ce nom informe, il allait régler la vie des religieux pendant longtemps. Du même coup, régularisant la vie des citoyens et paysans des alentours. Une horloge mécanique a besoin de 4 choses. Une source d'énergie, donc des poids ou même un ressort. Un objet qui fractionne les mouvements, donc des roues dentées. Ensuite, il faut un échappement qui régularise la vitesse. Et finalement, il faut bien sûr un cadran qui indique les heures. Malheureusement, on ne sait pas qui exactement a inventé la première horloge à rouage. Les Chinois sont les premiers à concevoir le concept de l'échappement sans aide hydraulique. Au 7e siècle, le système marchait encore à l'eau, mais l'eau est toujours affectée par la température. En 976, l'eau fut remplacée par le mercure qui résistait au climat et pouvait faire tourner les roues sans arrêt. Donc, le principe de l'échappement était né et on pouvait dès lors parler d'horloge mécanique. Toutefois, il restait encore plusieurs ajustements à faire encore. Tout d'abord, les roues dentées posaient un problème.
inventées par Archimède dans l'Antiquité, même si elles étaient toutes connectées, dès qu'un poids tirait sur un des côtés, les roues tournaient sans contrôle. Il fallait un moyen de ralentir le mouvement des roues. La solution fut trouvée après plusieurs essais. Grâce à l'échappement à folio, l'horloge put enfin naître. En quoi consistait ce mécanisme exactement? Eh bien, à la base, c'était un système de freinage en forme de palette. On ajouta, dans les engrenages, une tige verticale appelée broche, qui se connectait à la roue de rencontre et d'échappement, et au folio, une barre située sur le haut de l'horloge en forme de T. Avec l'aide des palettes, qui formaient un angle entre 60 et 90 degrés, le folio laisse échapper une dent de la roue. Les palettes arrêtent et recommencent le mouvement. De plus, le poids suspendu au folio pouvait régler la cadence de la verge. C'était rudimentaire comme système, mais la fonction de l'échappement reste présente jusqu'à nos jours. Pour avoir une motion constante de l'échappement, il fallait avoir une source d'énergie. Dans les premières horloges, c'étaient des poids suspendus par des poulies qui assuraient cette fonction pendant plusieurs heures. Ces horloges demandaient beaucoup d'espace. Les poids suspendus aux poulies sous-jacentes soulevaient inévitablement l'horloge du sol. On les aménageait donc dans des beffrois d'église afin de les stabiliser. L'invention du ressort comme mode de propulsion apparaît dès la moitié du 15e siècle. Contrairement au système de poids, l'horloge à ressort ne prenait pas autant de place car le ressort se trouvait en fait dans l'horloge elle-même. On pouvait donc aménager le mécanisme dans un boîtier plus petit. Malheureusement, le dit ressort était fabriqué en laiton et n'offrait pas une force constante. Plus le ressort fonctionnait, plus que la puissance diminuait. Aussi, il était possible que le ressort se torde et donc la motion devienne irrégulière. Le balancier pendulaire fit son apparition vers 1657. L'astronome Christian Huygens en fut le créateur. Selon certains horlogers, le pendule était beaucoup plus précis et pouvait fonctionner pour de très longues périodes, parfois même une année. Le balancier pendulaire allait mener à l'invention de l'échappement à ancre vers 1670 par l'horloger londonien William Clement. La roue d'échappement était maintenant plate et reliée au pendule suspendu séparément. Pendant l'oscillation du pendule, l'angle permettait à une dent de la roue d'échappement de s'échapper d'un côté ou de l'autre en alternance en raison de 60 sauts par minute. Alors maintenant, on avait tout pour mesurer le temps avec précision. Finalement. En se perfectionnant, les horloges allaient devenir des objets de prestige. Les riches allaient fièrement les exhiber sur le linteau de leur cheminée. Malheureusement, ils ne pouvaient pas les transporter partout, comme cette montre. Mais ceci est une autre histoire.